Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Nicolas Machiavel et son œuvre la plus célèbre, Le Prince. Oui, un texte fondamental. On s'appuie sur une vidéo YouTube assez claire, celle de Vincent Cajoli, qui explique Machiavel simplement. Une bonne base. Et notre but, c'est de comprendre un peu le pourquoi du comment. Pourquoi ce livre, Le Prince, a été écrit, quelles idées il porte et comment il est devenu si influent alors qu'au départ, Au départ, c'était un flop, on peut dire. exactement. Et pour commencer, il y a cette anecdote, hein. Machiavel écrit ça quand il est au chômage, en exil. C'est ça, il essaye désespérément de revenir dans les bonnes grâces du pouvoir. C'est quand même fou comme point de départ. Il avait servi la République à Florence, et paf, retour des Médicis. Et pour lui, c'est la casse-prison, puis l'exil. On l'accuse de conspiration. Du coup, le prince, c'est un peu sa manière de dire Hey, je suis compétent, reprenez-moi, alors en deux Médicis. Une sorte, de CV politique très élaboré. Mais ça rate complètement, on ne sait même pas si Laurent de Médicis l'a lu. Non, aucune idée. Il reste en disgrâce. Et tout ça, ça se passe dans un contexte bien particulier à Florence. Ah oui, Florence, c'est le cœur de la Renaissance. On a Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Mais politiquement, l'Italie s'est morcelée. C'est ça, il y a les États du pape, Venise, Milan, Naples. Et Florence même a connu des hauts et des bas. La République de façade sous Laurent le Magnifique, puis Savonarole et sa théocratie très austère, Savonarole qui finit brûlé sur la place publique quand même. voilà. Puis la République revient, et c'est là que Machiavel devient un conseiller important. Il négocie avec la France, avec les Borgia. Les fameux Borgia, Oui, Alexandre VI, c'est pape. Son fils, c'est César Borgia. Et puis arrive le pape Jules II, qui va aider les Médicis à revenir. contre lesquels Machiavel luttait. Exactement. La défaite à Prato, c'est ce qui entraîne sa chute. Tout ce vécu, ça explique son réalisme, parfois un peu brutal. Justement, ce réalisme, le prince, c'est pas de la philo abstraite. Non, pas du tout. C'est un guide pratique, comment on prend le pouvoir et surtout comment on le garde. Et c'est là qu'il casse les codes de l'époque, c'est ça? Tout à fait. Il rejette l'idée que la politique doit suivre la morale chrétienne ou les idéaux antiques. Pour lui, la politique, elle a ses propres règles. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de morale du tout. Non, mais il dit que pour sauver l'État, parfois il faut faire des choses que la morale réprouve. C'était hyper subversif. L'exemple de César Borgia en Romagne est frappant. C'est le chaos là-bas. Oui, Alors Borgia nomme un type super cruel, Rémirodo Orco, avec les pleins pouvoirs, objectif rétablir l'ordre, vite fait, bien fait. par la force. Mission accomplie. Mais de Orco est détesté par tout le monde. Et là, Et la Borgia le fait exécuter. Publiquement, de manière très spectaculaire, Machiavel dit mise en deux morceaux sur la place. l'analyse de Machiavel est glaçante. Ben oui. Borgia se débarrasse d'un outil devenu gênant, il montre qu'il n'approuve pas cette cruauté excessive, et il calme le peuple, qui est satisfait et stupéfait. Et la leçon, c'est quoi alors? Faut être cruel. C'est savoir utiliser la cruauté si c'est nécessaire pour la stabilité, mais aussi savoir s'en distancier habilement pour ne pas être haï, un équilibre entre crainte et, pas forcément amour, mais acceptation. On comprend mieux le côté réaliste, voire pessimiste. Il regarde l'histoire telle qu'elle est. Guerre, trahison. Il part du principe que les hommes ne sont pas bons par nature. Donc le prince doit s'adapter. Il doit être pragmatique avant tout. C'est ça. Être aimé, c'est bien, si possible. Mais surtout, être efficace. Utiliser la ruse, le renard et la force, le lion. La cruauté, c'est parfois un outil pour protéger l'État. Parce que les autres, eux, ils n'hésiteront pas. Il a vu des échecs d'ailleurs. Oui, Savonarole qui manquait de force, Soderini qu'il jugeait trop bon, trop scrupuleux. Ça nous amène à la différence entre Machiavel et l'adjectif machiavélique. Aujourd'hui, ça veut dire manipulateur, cynique. Oui, c'est une déformation. C'est vrai qu'on lui attribue la fin justifie les moyens. Mais attention, la fin, pour lui, C'est quoi? c'est la stabilité et la survie de l'État. C'est ça le bien suprême, pour le peuple au final. Pas juste l'intérêt perso du prince. Sa phrase « J'aime ma patrie plus que mon âme », ça montre bien sa priorité. Et il y a cette autre dimension qu'on oublie souvent dans le dernier chapitre. Ah oui, l'appel final. Son rêve, c'est l'unification de l'Italie, pour arrêter les guerres internes. Exactement, il cherche un prince capable de prendre les décisions difficiles pour atteindre ce but supérieur. Même si le prince n'a pas marché pour lui personnellement. Non, mais le livre a circulé. Hmm. Et il a profondément marqué la pensée politique. Il a introduit ce réalisme politique. On peut faire un lien avec d'autres penseurs. Oui, on pense à Hobbes, par exemple. Le Léviathan, écrit pendant les guerres civiles anglaises. Hobbes aussi cherche la stabilité de l'État avant tout. Le souverain qui tient le sceptre et l'épée. C'est ça. La légitimité et la force. Un écho à cet équilibre que cherchait Machiavel, en quelque sorte. Donc, pour résumer, Machiavel, c'était pas un prof de méchanceté. Non, pas du tout.
C'était une approche pragmatique, parfois dure, oui, du pouvoir, mais centrée sur l'État et le bien commun, en séparant l'action politique de la morale, disons, traditionnelle. Tout à le fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Oui, Quand on voit aujourd'hui les défis des dirigeants, entre sécurité, éthique, opinion publique, comment cette pensée de Machiavel, qui met la stabilité au-dessus de tout, quitte à utiliser des moyens durs, comment ça résonne aujourd'hui? Est-ce que ça nous éclaire ou est-ce que ça nous choque encore?